Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, la France presque entièrement verte. Édouard Philippe a dévoilé cet après-midi la nouvelle carte du déconfinement. Seule l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane sont orange. Qu'est-ce que cela va changer concrètement? Toutes les réponses avec nos journalistes sur le terrain. La fin de la règle des 100 km. Dès mardi, vous pourrez vous déplacer librement partout en France. Les professionnels du tourisme et le secteur des transports sont déjà prêts. Des milliers de cafés, de bars, de restaurants, de musées, de salles de sport, de piscines, de parcs et jardins vont rouvrir le 2 juin, d'autres quelques semaines plus tard. Enfin, nous rendrons hommage à Guy Bedos, mort aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Le comédien, l'humoriste, l'homme engagé a fait rire des générations avec ses sketchs et ses rôles inoubliables, notamment bien sûr dans les films d'Yves Robert. Quelques jours après son complice Jean-Loup Dabadi, Guy Bedos est donc mort aujourd'hui. Nous partagerons ensemble des moments inoubliables de drôlerie et d'émotion à la fin de ce journal. Mais regardez tout de suite cet extrait, ce court extrait d'un éléphant, ça trompe énormément, réalisé par Yves Robert en 1976 avec Marthe Villalonga. Mais non, mais tu arrives comme ça sans prévenir, la maison s'écroule. Qu'est-ce que je peux faire? On était là, il n'y avait pas de bruit. Ah bon, parce que maintenant il faut que j'écrive pour venir. Alors que j'habite à 20 cm, il faut que je prenne rendez-vous. Comme les malades alors. Mais regarde-les, ils sont là, ils te regardent. Tu as aucune pudeur ou quoi? Voilà, d'autres moments d'émotion, de rire et de sourire à la fin de ce journal avec Guy Bedos. Elle a donc été dévoilée cet après-midi par Édouard Philippe, la nouvelle carte de France. Elle n'est plus rouge et verte, mais orange et verte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Toutes les régions sont désormais vertes, sauf l'Île-de-France qui passe à l'orange. La Guyane, qui était verte, mais où le virus circule encore abondamment, est orange. Enfin, Mayotte, où la situation sanitaire reste préoccupante, passe du rouge à l'orange. Édouard Philippe a également annoncé de très nombreuses mesures d'assouplissement ou, pour employer un terme désormais connu de tous, de déconfinement. Voici les principales avec Lucas Ajdela et Julie Labrouche. C'est terminé. Plus besoin d'attestation. Vous pourrez bientôt circuler librement sur l'ensemble du territoire. À partir du 2 juin, la règle des 100 km est supprimée. La liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nouvelle règle et nouvelle carte. Toute la France passe au vert, seules l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane sont classées orange et devront se contenter d'un déconfinement plus progressif. La décision était très attendue par un secteur à l'agonie. Les bars et restaurants pourront accueillir à nouveau des clients à partir du 2 juin. En salle et en extérieur dans les zones vertes, en terrasse uniquement en zone orange. 2 restrictions communes, 1 mètre entre chaque table et des groupes de 10 personnes maximum. Salles de spectacle et théâtre, parcs de loisirs, salles de sport, gymnases et piscines, tous vont pouvoir rouvrir dès le 2 juin en zone verte, 3 semaines plus tard dans les départements orange. Pour les musées, les monuments et les plages, une seule date pour tout le monde, le 2 juin. Calendrier unique également pour le cinéma, mais il faudra attendre le 22 juin. Bonne nouvelle pour les habitants des régions actuellement rouges, vous pourrez bientôt flâner dans les parcs et jardins dès ce week-end. Après cette amorce du mois de mai, nous devons arriver maintenant à une amplification au mois de juin. Concrètement, les collégiens vont reprendre les cours sur l'ensemble du territoire. En zone orange, priorité à l'accueil des 6e et des 5e. Ouverture également de tous les lycées en zone verte, établissements professionnels uniquement en zone orange. L'oral du bac de français, lui, est annulé. Il sera remplacé par une note de contrôle continu. Pour vos vacances, il y a encore des incertitudes sur les frontières. Elles restent fermées au moins jusqu'au 15 juin. Si vous partez en France, vous pouvez commencer à réserver. Les colonies reprennent du service le 22 juin. Les campings, dès mardi en zone verte. Encore un peu de patience en zone orange. Enfin, si vous n'avez pas reporté votre mariage, vous avez peut-être bien fait. Ils pourront à nouveau être célébrés cet été. Partout en France, les décisions du gouvernement ont fait réagir. La liberté retrouvée, la possibilité de revoir des amis, des parents, le plaisir de pouvoir enfin réserver ses vacances et le soulagement peut-être d'envoyer à nouveau ses enfants à l'école. Sylvain Milenvoix et nos bureaux en région ont rassemblé vos réactions. Libéré. Voilà la mer. Enfin. Délivré. On va sortir avec les poches. On ne se confinera peut-être plus jamais. On en avait un peu marre d'être chez nous.
On s'aime très fort, mais... N'en dites pas plus, ce n'est pas la peine. Partout en France, même face à la mer, comme ici dans le Finistère, les annonces, telles que l'abolition de la règle des 100 km, font plaisir à tout le monde. C'est très bien, parce que j'ai ma fille qui habite dans les Côtes d'Armor, donc ça va lui permettre de venir nous voir. Je pense que c'est une libération pour tout le monde. Les gens vont pouvoir commencer à ressortir et à revivre, tout simplement, quoi. Ça va ramener des clients ? On espère bien. On espère, certainement. Même sentiment dans ce camping d'Arcachon, en Gironde, qui peut rouvrir dès mardi. Je présenterai enfin toutes les décisions très concrètes. C'est la fin d'un long calvaire, c'est le bout du tunnel. Et je vous avoue que c'est un sentiment de liberté, liberté d'entreprendre, liberté de vivre. Alors désormais, certains professionnels du tourisme, comme ici dans le Var, espèrent la réouverture des frontières, rien que ça. On va attendre le 15 juin pour que l'Europe puisse se déplacer, pour que l'Europe puisse venir nous voir. Mais oui, c'est des bonnes nouvelles et les nuages commencent à se disperser. À Paris, seules les terrasses vont réapparaître mardi. Mais la place de ses habitués est déjà réservée. On attend la réouverture de pied ferme. Et on en aimerait bien 2 cafés allongés, s'il vous plaît. En attendant les terrasses, les espaces verts seront peut-être noirs de monde dès samedi. Car jusque-là, dans le quart nord-est du pays, tout était encore fermé. Tout le monde au parc, dès le matin. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça c'est sûr. Surtout pour eux, vous voyez, ils jouent, on a juste un petit espace ici. La distance physique, sera d'autant plus respectée parce que les gens seront moins agglutinés et je pense que c'est une super chose. Mais si vous comptez en profiter, attention toutefois aux jeunes footballeurs. Il manque d'entraînement en ce moment. Et oui, le café en terrasse, ça fait rêver. Dans cette nouvelle carte, le quart nord-est de la France est donc passé du rouge au vert. C'était une demande pressante du président de la région Grand Est, qui fut avec l'Île-de-France la plus touchée par l'épidémie, mais qui veut à présent, avec prudence bien sûr, tourner la page. Reportage Séverine Agy et Jacques Boivin. Cela fait maintenant 3 mois que l'Est de la France vit durement l'épidémie. Parmi les régions les plus touchées, la Bourgogne-Franche-Comté compte plus de 1000 décès dans les hôpitaux. Le passage au vert est aujourd'hui une étape que les Dijonnais attendaient avec impatience. C'est une excellente nouvelle, ouais. Super, voilà, ça fait du bien. Bien sûr, c'est positif. Ah oui, on va dans le bon sens, hein. C'est agréable. Là. La preuve que le Covid diminue, donc ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a de quoi rassurer, mais beaucoup comptent bien maintenir le respect des gestes barrières. Il faut faire attention parce que la pandémie est toujours là. Voilà. Et le passage au vert, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est une continuité fluide, c'est pas ça y est, on peut faire la fête ce soir chez les copains, quoi. Beaucoup d'activités vont néanmoins reprendre. Réouverture des parcs dès ce week-end et des musées, théâtres, piscines et restaurants dès mardi prochain. On a l'impression qu'on va reprendre un peu une vie normale parce qu'on était un peu décalé jusque-là. Profiter de la vie, du soleil et puis des relations avec les autres et tout ça. Les voir courir, gambader, se dépenser à l'extérieur, ça c'est sûr. Après avoir été classés rouges depuis le 30 avril, les Dijonnais ne masquent pas leur joie. Place à la phase 2 du déconfinement. Mais au fait, sur quels critères scientifiques ou médicaux cette nouvelle carte de France a-t-elle été élaborée? Quels nouveaux paramètres les autorités ont-elles pris en compte? Explication très claire de Julien Roux et Christine Chapelle. D'un hexagone en vert et rouge le 11 mai, à une France métropolitaine aujourd'hui colorée de vert. Sauf l'Île-de-France, qui passe du rouge à l'orange. Et 2 départements d'outre-mer, la Guyane et Mayotte. Au total, 10 départements sont en orange. Et 4 critères sont désormais utilisés. D'abord, l'incidence. Cet indicateur mesure la pression épidémique, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées pour 100 000 habitants. Au-delà de 10, on atteint le seuil de vigilance, ce qui est le cas dans ces départements en orange. Cette incidence est dans la plupart des cas expliquée par la présence de cas regroupés, ce qu'on appelle désormais les clusters, vous les connaissez, et ces clusters sont repérés, analysés, isolés. En Île-de-France, qui est une situation particulière, c'est le niveau de circulation du virus qui explique cette incidence élevée. Deuxième critère, les tests virologiques. Aujourd'hui, 1,9% sont positifs. C'est 10 fois moins que pendant la phase épidémique. Et on les pratique partout, comme ici en Seine-Saint-Denis cet après-midi. Il faut qu'on sache en permanence où on en est pour connaître les indicateurs et suivre si l'épidémie est bien en décroissance ou s'il y a des risques qu'elle reprenne. Autre indicateur, le facteur de reproduction du virus. C'est le fameux R0, le nombre de personnes contaminées par chaque malade.
Il s'élève aujourd'hui à 0,77. Lorsque le R est inférieur à 1, ça veut dire, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui sur la majeure partie du territoire, on peut alors considérer que l'épidémie régresse puisqu'une personne malade va contaminer en moyenne moins d'une personne. Dernier critère, et il est fondamental, les capacités en service de réanimation. La tension baisse sur l'ensemble de la France, mais elle reste encore importante en Île-de-France et à Mayotte. Sur cette carte de France redessinée, 8 départements d'Île-de-France où habitent 8 millions de personnes passent à l'orange. Les restrictions dans la vie quotidienne vont donc se poursuivre dans la région pour au moins 3 semaines supplémentaires. Les règles du déconfinement s'y appliqueront donc différemment. Qu'est-ce que cela va changer? À quoi correspond concrètement cette couleur orange? Jérôme Garot et Iker Zabala. Blotti contre la Seine, Herblay, 30 000 habitants, dans le Val d'Oise. Comme dans le reste de l'Île-de-France, nous sommes maintenant en zone orange. Amertume et inquiétude du côté des habitants. C'est vrai que là, on voit que tout le pays peut bouger librement et nous, on reste coincés. Ça peut être tendu pour partir en vacances cet été si jamais on est limité à bouger. Si on n'a pas le droit de quitter l'Île-de-France. Ici, les théâtres, les piscines, les salles de sport restent fermées jusqu'au 22 juin. C'est aussi ce qui vous manque le plus. Les théâtres, ça fait partie de la vie, des belles choses dans la vie. Forcément, oui, ça nous manque parce que confiné à la maison, on peut pas avoir de sport, mais c'est un peu logique que les gymnases restent fermés. Enfin, les restaurants et bars sont aussi concernés. Arnaud dirige ce café où la vente à emporter continue. Il découvre devant nous les annonces du Premier ministre. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés... En zone orange, les salles restent fermées. Seules les terrasses pourront ouvrir. On va essayer d'agencer la terrasse le mieux possible, tout en essayant de respecter les distanciations sociales et ça reste le plus convivial possible quand même. Je suis un peu perdu, je vous avoue. On va essayer de trouver la solution pendant le week-end pour réouvrir le plus vite possible, dans les meilleures conditions. En tout, il pense accueillir une quarantaine de personnes, 2 fois moins qu'avant. Et il faut que les clients reviennent. Sur les restaurants, sur les bars, moi je ne retournerai pas tout de suite. Je ne retournerai pas tout de suite. On va attendre de voir comment ça évolue tout simplement. Ça commence à être long, il faudrait que ça se décante, histoire de pouvoir profiter un petit peu. Pour les parcs et jardins, en revanche, pas de différence avec les zones vertes. Bonsoir Gérald Kierzek. Bonsoir Gilles. Rebonsoir plutôt. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris. Très concrètement, on vient de voir cette carte orange et verte. Ça veut dire quoi un département orange? Les critères qui ont permis d'établir cette carte, est-ce que ce sont les bons ou est-ce que c'est le fruit d'un compromis uniquement sanitaire et médical? Alors, la carte qui passe en orange, c'est une bonne nouvelle déjà, parce qu'on passe du rouge à orange, mais ça veut dire tout simplement que le virus circule, il circule plus que dans les zones vertes et il circule moins qu'il ne circulait avant. Et très concrètement, sur la région Île-de-France, il y a 2 des 4 critères qu'on a vus dans le reportage juste avant. Vous savez, les 4 critères qui sont des critères vraiment épidémiologiques, de surveillance épidémiologique. Et bien, 2 de ces critères, en particulier le nombre de tests, c'est-à-dire le nombre de nouveaux malades qui sont positifs, et le deuxième critère qui est le critère de nombre de malades en réanimation, et bien 2 de ces critères sur 4 au total sont au-dessus du seuil de vigilance. Ça veut dire que le virus, il est encore présent. C'est un peu comme un feu qui couvre. On ne peut pas dire qu'il est éteint. Il faut être extrêmement vigilant pour éviter que ces foyers où cette circulation virale ne prennent de l'ampleur. Mais il faut quand même retenir qu'il n'y aura pas notamment de restrictions sur ces 100 km. En revanche, c'est encore plus de vigilance à l'intérieur des zones oranges. Merci beaucoup Gérald. Autre secteur qui attendait avec grande impatience les annonces du Premier ministre, le tourisme. Les professionnels sont prêts depuis plusieurs semaines à accueillir les visiteurs. C'est désormais possible avec la suppression de la règle des 100 km. Les campings et les villages de vacances pourront rouvrir dès mardi en zone verte. Ces mesures suffiront-elles à sauver la saison estivale au Grau du Roi dans le Gard? Reportage Aurélie RL et Camille Astruc. C'était la mesure la plus attendue. Pouvoir dépasser enfin les 100 km et partir partout en France. Une liberté retrouvée, très appréciée sur cette plage du Grau du Roi. C'est une très très bonne nouvelle. Au moins on va avoir un petit peu plus de possibilités de partir en vacances. J'ai ma grande sœur qui habite à Paris. Donc ça fait énormément de temps qu'on ne l'a pas vue. Moi j'ai mon petit qui ne l'a pas vu non plus. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, on va dire. On va pouvoir se retrouver en famille. Une décision indispensable pour cet hôtel qui a dû rester fermé jusqu'à présent, faute de clients. Actuellement, seuls 20% de réservations pour le mois de juin au lieu de 85. Avec cette nouvelle, cette directrice espère remplir à nouveau son hôtel.
Je suis ravie. Je vais pouvoir retrouver ma clientèle qui est un peu de partout en France. C'était important en fait qu'on évolue sur ces 100 km parce que ça freinait vraiment. Autre bonne nouvelle pour elle, la réouverture des plages. Elle va pouvoir réinstaller ses 110 transats. Même si elle doit en louer moins pour espacer les clients, même prix qu'avant, 10 € la journée. On veut retrouver cette clientèle fidèle et c'est absolument pas en augmentant les tarifs. Le but c'est déjà de retrouver un minimum de clientèle. Dans ce camping, les responsables trinquent à la réouverture de leur établissement et des piscines dès le 2 juin. Ils vont enfin pouvoir démarrer leur saison. Ah oui, franchement, c'est un soulagement parce que chez nous, il y a 110 campings chez nous en France, 15 à l'étranger. Ça laissait beaucoup de monde sur le carreau, en chômage partiel. Des annonces qui redonnent le sourire aux professionnels du tourisme. Il y a quand même beaucoup plus finalement de choses qui s'ouvrent que ce qui était prévu. Donc ça permet aussi d'avoir une offre touristique importante. C'est bien aussi de pouvoir assister à un spectacle, c'est bien de pouvoir aller voir une course de taureaux aux arènes ou d'aller visiter le Siquarium. Tous les voyants sont ouverts pour que les réservations repartent et que les touristes reviennent enfin profiter des stations balnéaires. Bonsoir Guillaume Torel, vous êtes en direct de Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime, un endroit que nous n'avons pas choisi au hasard car il est situé à 100 km tout juste de Paris. Nous ne pouvons pas encore vous rejoindre, mais ce sera bientôt le cas, légalement. Oui, effectivement, j'y ai là bientôt car il faudra encore être patient et attendre le 2 juin, c'est-à-dire mardi, pour pouvoir se déplacer à plus de 100 km sans attestation. Ici, vous vous en doutez, eh bien, c'est le soulagement. Regardez ce bar juste à côté. Il est fermé à l'heure actuelle, mais je peux vous assurer que tout à l'heure, c'était déjà la course contre la montre pour se ravitailler et être prêt pour cette date de réouverture du 2 juin prochain. Car pour de nombreuses communes de Normandie, eh bien, le tourisme est très important. Alors évidemment, ici, on est très heureux car les touristes vont pouvoir revenir et les professionnels vont enfin pouvoir lancer leur saison. Merci beaucoup Guillaume, nous vous retrouvons au 101e kilomètre. Dès le 2 juin, de nouvelles règles vont également s'appliquer dans les transports en commun. Vous faudra-t-il encore une attestation en région parisienne? La distance d'1 mètre entre chaque passager sera-t-elle toujours en vigueur à la SNCF et à la RATP? Élément de réponse avec Fabien Chadeau et Emma Vincent. Des gares désertes en pleine journée, des images que bientôt vous ne verrez plus. Car dès mardi, il sera enfin possible de partir loin. Chez mes parents en Bretagne. Je retourne chez moi à Nantes. Je compte partir à Marseille dans 15 jours. Ça va faire du bien, c'est chouette. Soulagement de retrouver une vie un peu plus normale. Ce week-end, je vais voir mes enfants que je n'ai pas vu depuis 3 mois. On va pouvoir programmer un peu plus nos vacances de cet été. Une reprise progressive du trafic ferroviaire, mais dans quelles conditions? Depuis le confinement, 43% des TGV roulent, mais à bord, seulement 10% de voyageurs. Très vite, ils seront plus nombreux. La règle d'un siège sur 2 sera-t-elle maintenue pour respecter la distance entre les voyageurs? Si on est en famille, comment ça se passe? Est-ce que je peux m'asseoir avec mes enfants? Est-ce que c'est utile d'avoir le masque encore côte à côte? Et quand c'est des places à 4, on fait comment? Autant de questions auxquelles la SNCF va très vite devoir répondre. Dans les transports en commun, le port du masque et les règles de distanciation restent d'actualité. Si vous comptez voyager en covoiturage ou en bus, là aussi les services reprennent. Sur cette plateforme, par exemple, les réservations sont ouvertes pour des trajets à partir de lundi. On voit clairement une préférence pour le covoiturage qui limite le nombre de contacts. On est finalement beaucoup moins dans une voiture qu'on l'est dans un bus ou dans un train. Dans les airs, les vols domestiques seront désormais possibles. Pour les voyages en Europe, réponse à partir du 15 juin. Enfin, l'aéroport d'Orly, lui, rouvrira ses portes le 26 juin. C'était l'une des annonces les plus attendues, la réouverture des bars et des restaurants en zone verte. C'est chose faite. Dans la zone orange, en Ile-de-France notamment, seules les terrasses seront rouvertes. Tout cela dans des conditions sanitaires très strictes, bien sûr. Les professionnels du secteur sont soulagés, mais ils font aussi leur compte. Illustration à Lyon, Christophe Buzine et Yves Delécluse. Dernier préparatif avant réouverture. Ce bouchon traditionnel est situé dans le Vieux-Lyon, un quartier touristique. Comme tous les établissements en zone verte, il pourra rouvrir à partir du 2 juin. Une bonne nouvelle pour les restaurateurs, mais aussi un casse-tête. Il faudra respecter une distance d'1 mètre entre chaque table. Si on met 4 clients là, on n'en mettra que 2 ici. Mais en fait, à aucun moment, on peut vraiment respecter le mètre. Sans tout enlever dans la salle. Le restaurant, il fait 4 mètres de large, 1 mètre de distanciation, moins le bar, moins le passage. C'est mathématiquement pas possible.
Autre contrainte, il ne pourra pas y avoir plus de 10 personnes par table, une distanciation physique qui aura forcément un impact sur l'ambiance. On perd l'ADN de nos établissements et je pense que les gens, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ici, on a la terrasse, donc elle part de là-bas, elle va jusqu'au quai et elle tourne sur l'angle. Dans le même quartier, cette brasserie possède une terrasse qui peut normalement accueillir 140 clients. Pour respecter les distances sanitaires, il faudra réduire de moitié le nombre de tables. Mais ce qui inquiète également ce professionnel, c'est l'obligation pour le personnel de porter un masque. Pour travailler avec un masque, vous imaginez, quand il va faire 35 degrés dehors en plein cagnard avec un masque, je ne vois pas qui va pouvoir supporter ça. Ou dans les cuisines, parce qu'un masque en cuisine... Le port du masque, une difficulté également dans les cafés. Dans ce bar de quartier, les clients se tiennent généralement aussi bien debout qu'assis. Or, ils devront être masqués lors de leur déplacement. Conséquence, impossible de rester devant le zinc. Un bar, c'est quand même, surtout un bar de quartier, c'est avant tout le comptoir. Donc si on n'a pas ça, c'est sûr que ça va faire une ambiance un peu particulière. Mais ça encore, je peux comprendre, vu les contraintes qu'il y a. Voilà, mon inquiétude, elle est plus au fait, du coup, est-ce que les gens vont venir ou pas ? Des professionnels qui sont inquiets sur la rentabilité de leur établissement. Certains ont déjà annoncé qu'ils ne rouvriront pas le 2 juin. Les terrasses des cafés et restaurants rouvriront donc partout en France. Bonsoir François-Xavier Ménage. Vous êtes à Paris, dans une rue très animée avec de nombreux restaurants. Ils préparent déjà leurs terrasses, mais rien ne sera simple. Non, sacré casse-tête pourrait-on dire. Regardez ici, il y a déjà des chaises d'installer. Dans cet autre établissement, juste en face, vous avez déjà des terrasses pour accueillir, si on respecte les distances de sécurité, une dizaine de personnes pour déjeuner ou dîner. Vous avez peut-être vu le patron, on va aller le voir, parce que c'est un sacré casse-tête en termes de rentabilité. Dans cet établissement, 80 couverts normalement en même temps. Or ici, il y en aurait beaucoup moins. Bonsoir à vous qui êtes le patron de ce lieu. Est-ce qu'à partir de lundi, ouvrir les terrasses seulement, ce sera économiquement viable pour vous ? Pour nous, certainement pas. Ça représenterait à peu près 1/10 du restaurant qui serait occupé potentiellement. Pour autant, il va falloir rallumer la lumière, rallumer les machines, sortir les salariés du chômage partiel, recommencer à payer du loyer. Donc évidemment, dans ces conditions-là, ça marche pas. C'est un très bon début, on va dire, mais pour l'instant, on va se poser la question de savoir si on réouvre. Merci à vous. Donc on ne voit pas de solution miracle alors que les professionnels du secteur estiment qu'un tiers des établissements pourraient fermer définitivement dans les prochains mois. Preuve que la crise est bien installée. Merci beaucoup François-Xavier. Édouard Philippe a également annoncé plusieurs changements qui auront des effets directs pour notre vie de tous les jours. Les parcs et les jardins, les salles de sport pourront rouvrir partout. Plus largement, que sera-t-il possible de faire à partir de mardi prochain pour déconfiner les corps et les esprits ? Louise Marcy et Marie-Laure Bodemain. Votre vie quotidienne va changer, et ce dès ce week-end. Les parcs et les jardins vont rouvrir partout en France, y compris en zone orange. À Paris, certains ont déjà leur programme. Pique-nique, apéro, Ouais. peut-être. Et puis, ouais, non, c'est positif. Je dirais que c'est vital. Autre bonne nouvelle, le 2 juin, les accès aux plages et aux lacs seront autorisés sur tout le territoire. Si vous voulez gravir des sommets, vous serez les bienvenus dans les refuges de montagne. Enfin, pouvoir s'aérer, mais aussi reprendre le sport à l'intérieur. Les piscines, les gymnases et les salles de sport ont une date de réouverture. En zone verte, ce sera le 2 juin, en zone orange, le 22. On est très heureux de rouvrir parce que nous, on avait mis vraiment des warnings en disant si on ne rouvre pas en juin, ça va vraiment être très 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 difficile pour la profession. Donc voilà, on est ravis. Mais attention, les sports collectifs et de contact ne sont toujours pas autorisés. Interdit également, au moins jusqu'au 22 juin, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public. Des interrogations subsistent concernant l'organisation des mariages. En petit comité, ça veut dire que vous n'allez pas inviter les gens. Donc les mariés, ils vont se marier devant le maire avec 2 témoins, puis terminer. Pour éviter les contaminations, certains lieux restent fermés. Les stades, les hippodromes, les discothèques et salles de jeu. Leur possible réouverture sera décidée dans 3 semaines. Bonsoir Garance Pardigon, vous êtes avec nous en direct du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Sans attendre la date du 2 juin, dès samedi donc, des parcs comme celui où vous vous trouvez vont pouvoir rouvrir et accueillir du public.
Oui Gilles, et cette grille que vous apercevez derrière moi, c'est un peu la porte du paradis pour les Parisiens, de l'espace, de la verdure, bref, tout ce dont ils ont manqué jusque-là. Alors, la mairie de Paris nous l'a confirmé, le port du masque ne sera pas obligatoire dans les parcs, les pique-niques autorisés ainsi que la pratique du sport individuel. En revanche, pas de sport collectif comme le football et les aires de jeu pour les enfants resteront fermées. Toutefois, ça devrait soulager les Parisiens qui, vous le voyez derrière moi, ont pris l'habitude de coloniser le bitume. Dès ce week-end, les joueurs de pétanque des Buttes-Chaumont n'auront plus à partager leur terrain. Très important, la pétanque. Merci beaucoup, Garance. Qu'en est-il des 12 millions d'élèves qui attendent de reprendre les cours dans un cadre plus ou moins normal? Édouard Philippe a annoncé l'accélération de la réouverture des établissements. Les collèges rouvriront-ils pour tous les niveaux? Les lycées rouvriront-ils tout court? Qu'en est-il des épreuves orales du baccalauréat? Réponse avec David Desarrojo, Marion Fiat et Moustapha Keradji. Soulagement pour cette famille du nord de la France. Après plus de 2 mois d'école à la maison, leur département passe du rouge au vert. Je suis ravie qu'on passe au vert. Ça va faire du bien pour les enfants. Je pense que c'est bien de retrouver l'école et ça donnera un meilleur sens pour les vacances d'été, juillet-août, voilà. Les millions d'élèves de la nouvelle zone verte retrouveront progressivement le chemin de l'école, qu'ils soient en maternelle, primaire ou comme Pierre, au collège. Je trouve que c'est assez bien parce qu'on pourra soulager nos parents et retrouver les copains, c'est bien aussi. Patience en revanche pour les collèges en zone orange. Seuls les 6e et 5e retourneront en classe par petits groupes en respectant le protocole sanitaire. Ça reste bien quand même de retourner à l'école parce que c'est quand même compliqué d'apprendre à distance. Autre nouveauté, la réouverture des lycées. En zone verte, retour progressif dans les établissements généraux, technologiques et professionnels. Pas de cours en revanche pour la zone orange, à l'exception des terminales de bac pro et les CAP. Les proviseurs doivent maintenant s'organiser. Au moins les choses sont claires et on va pouvoir continuer à avancer et de ce fait s'adapter à la situation pour les quelques semaines qui restent. On est à objectivement 4 semaines de la fin de l'année scolaire. En tout cas, au moins on sait sur quoi travailler aujourd'hui et au moins la réponse est claire. Enfin, fin du suspense pour l'oral du bac français. Il est finalement annulé pour les 550 000 élèves de première. Seuls compteront les notes des écrits des 2 premiers trimestres. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle et pour pas mal aussi de mes camarades. Je pense que tout le lycée se réjouit. Je suis meilleure à l'oral qu'à l'écrit et c'est vrai que cette année, on n'a pas eu vraiment de notes à l'oral. Le gouvernement insiste, le retour sera progressif. Tout ne sera pas parfait du jour au lendemain. Autre annonce importante faite cet après-midi, les lieux culturels pourront reprendre leur activité dès mardi en zone verte et le 22 juin en zone orange, à l'exception notable des cinémas qui rouvriront tous le 22 juin. Théâtre, festival, parc d'attractions, musée, qui pourra rouvrir et quand exactement? Explication de Florence Technec, Sophie Devessière et Michel Izard. Le 22 juin sera donc le 11 mai des cinéphiles, le jour où partout en France, ils pourront retrouver le plaisir des salles obscures. À la place du popcorn, on va avoir du désinfectant pour les mains, quoi. Une réouverture qui a presque surpris cet exploitant qui veille sur 70 complexes en France. C'est un peu plus tôt que ce qu'on avait en tête. On s'attendait plutôt à une réouverture début juillet, mais dans tous les cas, je pense qu'on a suffisamment de temps pour repréparer l'ouverture. Un événement culturel qui aura peut-être été précédé dès le 2 juin par une visite dans les musées avec une ouverture, là encore, nationale. Pour les autres activités culturelles, prenez votre agenda et pensez à réserver votre place de théâtre ou de concert en zone verte. Car dès le 2 juin, ils auront gagné la liberté de proposer leur spectacle. Mais ce n'est peut-être pas si simple. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il se passera des choses pendant l'été. Et au moins pour le public, la culture va revivre. Après, les règles qui nous sont imposées pour l'instant, d'une part, elles sont assez floues. Et puis ensuite, elles ne permettent pas une reprise d'activité totale. Dans toute l'Île-de-France, le plaisir doit être différé au 22 juin. Il faut ronger son frein, il faut préparer, il faut bien préparer, parce que la plupart des théâtres sont fermés en fait fin juin en général. Le 22, je prends date aujourd'hui, il y aura un spectacle dans cette salle. Autre motif de réjouissance estivale, le parc de loisirs. Dirigez-vous dès mardi en zone verte. Le Zoo de Beauval sera le premier à rouvrir ses portes avec toutes les précautions. Ce sera maximum 1000 personnes dans un amphithéâtre du spectacle d'Ottari, par exemple, ou maximum 2000 personnes au spectacle d'oiseaux. En zone orange, le 22 juin, les autres parcs pourront eux aussi rouvrir. Source de vigilance, la fréquentation
5000 personnes maximum pourront être rassemblées dans un même lieu de plein air. Cela vaudra donc aussi pour les festivals d'été. Ça va être spécial comme ambiance, je pense, mais ça peut être sympa. Avec une logique de prudence et de confiance, ce déconfinement commence à ressembler à la vraie vie. Ces nouvelles mesures dans les transports permettront aussi la reprise d'une partie du trafic aérien avec la réduction drastique du nombre de vols, notamment intérieurs, et la fermeture des commerces dans les aéroports. Certains de ces aéroports, notamment en province, sont en grande difficulté, d'autres même au bord de la faillite. Reportage à l'aéroport de Marseille-Provence, Didier Pireski et Alexandre Gaudin. Nous arrivons à Marseille dans l'un des rares avions à se poser ici en ce moment, au milieu de passagers venus pour des raisons familiales ou professionnelles. Habituellement, l'aéroport enregistre 200 vols par jour en moyenne, moins d'une dizaine aujourd'hui, uniquement des liaisons avec Paris et la Corse. Le directeur du site arpente un terminal désert. Là, on est dans le hall B1, dans lequel nous avons rassemblé toutes les rares opérations aéroportuaires qui subsistent. Les autres terminaux ont été fermés. Seulement un hall sur 3 est ouvert et pourtant, même dans celui-ci, les commerces sont tous fermés. Un terminal fantôme. Les quelques passagers présents ont du mal à y croire. Parce que c'est assez hallucinant, tout simplement, de voir un aéroport vide. Voilà, donc c'est un petit souvenir. Parce qu'on a l'habitude que ça grouille de monde, donc forcément, ça fait bizarre. 30 000 passagers par jour avant le Covid, quelques centaines aujourd'hui. Les compagnies aériennes ne sont pas seules à souffrir. Allez, bon courage. Super. Bonne journée, bon courage. Merci. Dehors, ces taxis qui travaillent exclusivement avec l'aéroport. Ils sont passés de 6 courses par jour à une seule et l'attendent parfois plusieurs heures. J'ai toujours pas roulé, depuis 8 heures ce matin. Et il est ? Là, il doit être quoi, 17h, 16h. Pénurie de clients aussi pour les loueurs de voitures. Toute l'économie autour des terminaux est à l'arrêt. Je vais prendre notre réservation. Cet hôtel, situé dans l'enceinte de l'aéroport, remplit 30% de ses chambres, car ses 3 concurrents sont fermés. Mais le patron a dû mettre 24 employés sur 38 en chômage partiel. Il est impératif pour moi que l'aéroport redémarre, que le trafic aérien reparte comme il était auparavant. Ma clientèle est principalement étrangère à cette période de l'année à 80%. Donc sans étrangers, personnellement, moi je ne peux pas travailler. En 3 mois de crise sanitaire, l'aéroport de Marseille a perdu 98% de son chiffre d'affaires. Son directeur affirme qu'il sera en danger si le trafic ne reprend pas à un rythme quasiment normal d'ici la fin de l'année. Ils sont 700 000 chaque année, les diplômés qui entrent sur le marché du travail. Ils avaient postulé avant le confinement, mais les entreprises où ils s'apprêtaient à débuter leur carrière ont gelé toutes les embauches. Comment trouver un autre stage ou un premier poste dans ces circonstances si particulières? Reportage Alexandra Viera et Thomas Gatti. Ce n'est pas vraiment le début de carrière qu'elle imaginait. Selena a 23 ans. Elle vient tout juste d'être diplômée d'une école de commerce en management du vin. Son rêve, devenir la représentante d'une grande marque de spiritueux. Mais avec la crise sanitaire, ses recherches d'emploi n'avancent pas. Elle a dû trouver un plan B. Je n'ai pas de réponse à mes mails de candidature. Je me suis dit, bon, il y en a assez, je vais aller travailler dans les vignes, prendre un petit peu l'air, mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école aussi parce que c'est important. Et puis éventuellement rencontrer quelqu'un qui pourrait m'aider dans ma recherche d'emploi, me donner des conseils. Le Covid a mis le secteur viticole en grande difficulté. Les embauches sont au point mort. On ne sait pas trop comment aborder les entreprises à cause de la situation. J'essaye de rester optimiste. Selena est prête à faire les vendanges cet été si la situation perdure. Comme elle, beaucoup de jeunes adultes font difficilement leur début dans la vie active. Marie avait décidé de se reconvertir, terminer son CDD dans le social et se lancer dans le monde de la restauration. Elle devait commencer en avril comme serveuse dans ce tout nouveau restaurant. Moi, je serais positionnée à cet endroit pour la cuisson. Mais le confinement l'a stoppée net. Elle n'avait encore rien signé. Quand on a une promesse d'embauche, on ne pense pas à mettre des aides en place telles que le chômage ou le RSA et plein de personnes comme moi qui se sont retrouvées le bec dans l'eau. Marie pourra tout de même débuter son contrat dès l'ouverture de l'établissement. Son patron s'y engage. Ces 2 emplois qui seront embauchés, on n'attend que ça. Et les personnes à qui on a proposé un contrat, on en a besoin. Mais ils n'ont pas tous la chance d'avoir cette garantie. Beaucoup se retrouvent sans aucune perspective. Ils se tournent alors vers l'intérim pour trouver une solution. Dans cette agence, les appels se multiplient. Je serais pris du coup à faire n'importe quoi parce que bon, je peux pas me permettre de pas avoir de rémunération. Moi, j'ai un logement, des factures à payer.
L'agroalimentaire et la logistique sont des secteurs qui continuent à recruter, mais les personnes en recherche d'emploi doivent se montrer flexibles. Elles attendent souvent à avoir des longues missions. Aujourd'hui, on n'a pas la perspective, donc il faut pouvoir vraiment s'adapter et pouvoir éventuellement prendre un poste sur lequel on n'avait pas forcément ciblé à l'origine. Le marché du travail redémarre lentement. Les annonces en ligne sont chaque jour de plus en plus nombreuses. À propos d'emploi, Pôle emploi a publié ce matin les chiffres du chômage du mois d'avril. Conséquence de la crise sanitaire, en un mois, 843 000 nouveaux chômeurs ont été enregistrés. Bonsoir Jean-Baptiste Bouvet. Bonsoir Gilles. Jamais, depuis que les statistiques existent, le nombre de demandeurs d'emploi n'avait augmenté aussi rapidement, aussi brutalement. Oui, c'est absolument inédit, Gilles. Du jamais vu en 25 ans, plus 22% de demandeurs d'emploi en avril, après une hausse de 7% déjà enregistrée en mars. Cela fait 1 million de personnes supplémentaires inscrites à Pôle emploi dans la catégorie A, cette catégorie qui désigne les chômeurs sans aucune activité. Ces chiffres, ils révèlent bien sûr l'ampleur, la puissance de cette crise. Alors comment les expliquer plus précisément ? Eh bien les 3/4 de ces nouveaux demandeurs d'emploi, ils avaient en fait des petits contrats. Ils étaient par exemple à mi-temps ou ils étaient en intérim juste avant le début du confinement. Leur activité s'est arrêtée brutalement et ils viennent aujourd'hui grossir automatiquement les rangs de cette catégorie A. L'ampleur de cette vague, elle aurait été encore plus importante sans la mise en place du chômage partiel il y a 2 mois. Ce soir, 8 millions de personnes bénéficient encore de ce dispositif très protecteur. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ces explications. Pendant le confinement, nous nous étions rendus à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Les conditions de vie, notamment l'exiguïté des logements, avaient rendu cette période très difficile pour les habitants, aux revenus souvent modestes. 2 semaines et demie après le déconfinement, comment vont-ils ? Marie Croxel et Gilles Parot sont retournés sur place. Pour leur premier cours de soutien post-confinement, Sargis et Marie-Joseph ont su joindre l'utile à l'agréable. Marie-Joseph est bénévole. 2 fois par semaine, elle aide le collégien à travailler son français. On travaillait par téléphone et c'était pas du tout agréable et j'ai beaucoup aimé la revoir parce qu'elle me manquait, on va dire. L'adolescent est en 4e et son collège est resté fermé. Ce type calma qu'il peut faire. Au fil des semaines, il s'est discipliné pour ne pas décrocher. Je dis chapeau à Sargis, puis chapeau à sa famille, à sa maman aussi, parce que tout le monde a contribué à ce que Sargis puisse faire son travail. Il y a plus d'1 mois, nous avions rencontré le collégien en plein confinement. Dans le 2 pièces qu'il partage avec sa mère et ses 2 petits frères, pas évident en effet de s'isoler pour travailler. Diana peinait à faire l'école à la maison. Depuis, les plus jeunes ont gagné en autonomie, mais ils aimeraient retrouver leur maîtresse et leur classe. J'aimerais bien y retourner, mais ma mère, je ne sais pas si elle va m'emmener ou pas. Moi, franchement, j'ai peur. Parce que si on ne sait jamais, ils attrapent le virus, c'est très difficile pour moi. Sa voisine Sarah non plus n'est pas totalement sereine. Mais depuis le 11 mai dernier, ces 2 sorties quotidiennes avec ses petits garçons font office de soupape. Le fait de les voir se dépenser, ça me fait du bien à moi aussi. Ils vont rentrer, ils sont fatigués, ils vont rester tranquilles après, normalement. Allez, tu essaies de lui prendre la balle. Prends-lui la balle. Car voici à quoi ressemblait leur vie pendant le confinement. Des journées entières dans 14 mètres carrés. Aujourd'hui encore, Sarah fait l'école à la maison, plus pour longtemps. Moi, personnellement, je dois reprendre le boulot et les enfants, ils ont hâte de retrouver l'école. Ils sont là, s'ils ne veulent pas vraiment travailler, ils croient qu'ils sont en vacances, tout simplement. Si on n'est pas derrière, ils ne travaillent pas. Des fois, je fais des crises pour ne pas travailler, parce que c'est dur. Et moi, j'ai des bonbons. Pour ces 2 familles, bientôt le bout du tunnel, avec la satisfaction d'avoir accompagné leurs enfants aussi bien que possible durant cette période si singulière. Cette épidémie de coronavirus qui a eu des conséquences terribles, notamment aux États-Unis où la barre des 100 000 morts a été franchie hier. C'est le pays au monde le plus endeuillé. Pourtant, une partie des habitants refuse obstinément de se protéger et de protéger les autres en appliquant les gestes barrières, et notamment le port du masque, considéré comme une atteinte à la liberté individuelle. Reportage en Virginie de Catherine Gentil de Cancaude et Adrien Ponsard. Le recours à la force est de plus en plus fréquent pour sortir des personnes non masquées des lieux publics. A l'inverse, les violences se multiplient comme ici contre des vigiles de la part de ceux qui ne veulent pas porter de masque.
Parfois, ce sont les clients entre eux qui essaient de faire respecter la loi. Et les scènes se finissent souvent en pugilat. Dans ce contexte, le témoignage de ce chauffeur de bus a ému toute l'Amérique. Les gens toussent dans mon bus, plusieurs fois, sans même se couvrir la bouche. Alors que vous savez qu'on est en pleine pandémie. Ça veut dire qu'ils n'en ont rien à faire des autres. 10 jours après avoir posté cette vidéo, ce chauffeur est mort du coronavirus. Tousser d'ailleurs est devenu une menace et même une arme pour ceux qui refusent de porter un masque. C'est ainsi qu'ils intimident les personnes qui osent faire une réflexion. Au-delà de tous ces incidents, le mouvement anti-masque ne cesse de se développer dans certains États américains. C'est le cas ici en Virginie, sur la côte Est. Le conseiller municipal de cette petite ville refuse obstinément d'appliquer l'ordre des autorités de porter un masque en public. Il a même le soutien du shérif. Je ne porte pas de masque, je n'en ai pas et je ne compte pas en acheter. Même si vous avez une amende ? Si on m'en met une, je la payerai sans problème. De toute façon, notre shérif nous a dit qu'il n'appliquerait pas les consignes et qu'il ne nous donnerait pas d'amende. John Russell prétend ainsi défendre la liberté individuelle des Américains. Il se rend régulièrement dans le centre-ville. Son café préféré, bien sûr, est celui où l'on accepte les clients qui ne veulent pas porter de masque. C'est là qu'il retrouve ses amis, avec lesquels il partage les mêmes idées et avec qui il est prêt encore longtemps à mener son combat. Les incidents entre pro et anti-masques ne cessent de se multiplier et il y a quelques jours, le maire d'une petite ville a même dû renoncer à rendre le port du masque obligatoire car il était menacé physiquement. La drague, bonne fête Paulette, les vacances à Marrakech ou le bottin resteront certains de ses sketchs les plus célèbres. L'humoriste et comédien Guy Bedos est mort aujourd'hui, il avait 85 ans. Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux, a déclaré son fils Nicolas Bedos en annonçant la nouvelle sur les réseaux sociaux. Retour sur une carrière d'humour, de répartie cinglante et d'engagement politique avec Christine Chapelle et Elisabeth Tran. La vie est une comédie italienne. Buonasera, signore, signori. Sur scène, il jouait, au sens propre du terme. Mais pas seul. Tu vis, tu meurs. Le public l'accompagnait. Il fut son partenaire et complice pendant plus de 50 ans. Bonne fête, Paulette. Paulette, créée par son ami Jean-Loup Dabadi, donne le ton de l'humour Bedos. T'as tes bas qui plissent. Vlan, elle me retourne une claque, elle avait pas de bas. Un humour acide, piquant, qu'il pratique seul ou avec sa compagne Sophie Daumier. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Jambal sec. Allez, vas-y, Gélo. Attaque. Avec les femmes, il excelle dans le second degré, assassine la bêtise. Ah la vache! Et la phallocratie. Elles sont belles. Ah les salopes! Toutes des salopes. Tiens. Ah non, là c'est Servan Schreiber. Qu'est-ce qu'il fout là? Guy Bedos donne aussi dans la pure comédie avec Un éléphant, ça trompe énormément, resté culte. Les aventures de 4 copains inséparables, dont un jeune médecin martyrisé par sa mère. L'archétype de la mère juive, tendre et abusive. Ou alors tu me dis carrément que tu préfères que j'ouvre le robinet du gaz. Mais non, mais tu arrives comme ça sans prévenir, la maison s'écroule. Qu'est-ce que je peux faire? On était là, il n'y avait pas de bruit. Ah bon, parce que maintenant il faut que j'écrive pour venir. Alors que j'habite à 20 cm, il faut que je prenne rendez-vous. Comme les malades alors. Mais regarde-les, ils sont là, ils te regardent. Tu as aucune pudeur ou quoi? L'année suivante, Simon et ses amis font l'acquisition malheureuse d'une maison un jour de grève aérienne. Le scandale que nous fîmes chez le notaire ne servit absolument à rien. Nous étions devenus très légalement, et pour pas cher, comme l'avait remarqué Simon, les propriétaires d'une maison inhabitable. Parallèlement, Guy Bedos enchaîne les spectacles avec succès. Le Molière est attribué à Guy Bedos-Nozzini. Raymond DeVos, Guy Bedos. L'étreinte de 2 bêtes de scène. Une amitié forte le lie à un autre humoriste de grand talent, Pierre Desproges.
Il m'embrasse parce qu'il m'aime vraiment. Quand on arrive à maturité dans ce métier, on se met à aider les jeunes parce qu'on a ses carrières derrière soi. Et moi, je me suis dit que c'était intéressant d'aider un vieux, pour une fois. Plus tard, avec Smaïn et Michel Boujna, il formera aussi une famille de cœur. Ce qui ne l'empêchera pas de travailler en famille tout court, car son fils Nicolas a hérité de son humour caustique. En 2005, Bedos père joue dans Sortie de scène une pièce écrite par son fils. La connerie est à coup sûr l'antidépresseur du pauvre. En 2012, Et si on vivait tous ensemble, croque une bande de joyeux retraités. L'autodérision comme un pied de nez à la vieillesse. Vous êtes complètement con. C'est un homme formidable, un humoriste bien sûr, un comédien fabuleux, un showman formidable. C'est un artiste, c'est un vrai artiste. Je vais partir là. En 2013, il annonce qu'il tire le rideau, titre de son dernier spectacle à l'Olympia. Pour m'accompagner, vous allez chanter. Tous ensemble, en hommage à moi. Ce n'est qu'en au revoir mon frère. Il ne peut s'empêcher de remonter une dernière fois sur scène 4 ans plus tard. Plus fort! Aujourd'hui, Guy Bedos nous a définitivement dit au revoir. La grève des aiguilleurs du ciel, la partie de tennis gag géniale imaginée par son grand ami Jean-Loup Dabadi. Depuis plus de 2 mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans Ma Nouvelle Vie, nous retrouvons Guillaume Néry, double champion du monde d'apnée. Après 2 semaines de déconfinement, il a enfin retrouvé son milieu aquatique et effectué sa première plongée depuis 3 mois. Elena Despaturo et Jean-François Joanne. La mer m'avait manqué. Bon, je ne sais pas si je voulais manquer. Il nous a offert les images de ses retrouvailles avec la Grande Bleue. Une plongée mémorable après 3 mois d'attente. Pendant le confinement, le cœur serré, il la contemplait. Elle est toujours là, la Méditerranée. Pour l'apnéiste Guillaume Néry, replonger était un besoin vital. Là, c'est un peu un grand moment, parce que je vais enfin pouvoir la retrouver. Depuis que j'ai commencé à plonger à 14 ans, c'est vrai que je m'en suis jamais trop éloigné. Plus d'1 semaine, 2 semaines. Et là, pendant 8 semaines, c'était une épreuve particulière. Alors chaque jour, pour ne pas perdre ses repères, il a imposé à son corps la même discipline. Pour garder une forme d'élasticité de la cage thoracique et du corps en général. Parce que quand je vais descendre en grande profondeur, je vais être écrasé par la pression. Et donc il faut sans cesse garder cette mobilité, cette fluidité du corps. Chaque coup de pédale le rapproche de son rêve. Avec d'autres amis apnéistes, Guillaume nous embarque pour sa première plongée au large de Nice. Voilà, on y est, dans la rade de Villefranche. C'est notre baignoire. Il prend son temps et une dernière inspiration. En apnée, à la seule force de ses palmes, Guillaume renoue avec les profondeurs et un sentiment de plénitude. Et c'était juste extraordinaire. Quelques descentes, pas très profond parce que c'est la reprise. Ça fait du bien de revoir ce bleu, de voir cette immensité. À un moment donné, j'étais suspendu à 40 mètres de fond et puis je voyais au loin sous moi le fond de la mer. C'est une vision qui m'avait vraiment manqué. Ouais. Cette fois, pas de record battu, mais une plongée inoubliable. La liberté retrouvée. Depuis plus de 2 semaines, nous vous proposons également de découvrir une France que vous ne connaissez sans doute pas. Une France secrète à moins de 100 km de chez vous, c'est encore d'actualité. Ce soir, si vous habitez Marseille, Toulon ou Sainte-Maxime, prenez donc la direction de l'archipel des Ambiers, un joyau naturel préservé de la pollution entre criques secrètes, récifs, pinèdes et garrigues. Frédéric Miara et Philippe Fontalba ont redécouvert cet écrin dans lequel il est à nouveau possible d'aller depuis quelques jours. Le bonheur à moins de 100 km de chez soi, ça peut ressembler à ces images.
Une plage déserte, en famille, la nature juste pour soi. C'est l'anniversaire d'Anne-Lise et comme cadeau, elle a reçu de son mari Fabrice un retour aux sources sur l'île de son enfance, les Ambiers. Il y a vraiment une philosophie en fait ici de savoir-vivre, de détente, de respect de la nature. Vraiment, c'est pas du tout comme sur la côte en fait. C'est un état d'esprit un petit peu hors du temps. Profiter, prendre le temps. Sur cette petite île de moins de 100 hectares, bien moins fréquentée que ses voisines Porquerolles et Porquerolles, le patrimoine c'est cette nature intacte. On trouve sur les Ambiers plus de 300 espèces végétales, un condensé de la flore méditerranéenne. Les pistachiers, lentisques, tout des plantes endémiques, on n'a rien mis là. En 45 ans, Daniel Tarpi ne s'est jamais lassé de cette diversité, aux plantes qui s'adaptent et résistent aux assauts du Mistral et de l'Iode. Et ça reflète ce qu'on voit ici, sur ces quelques mètres carrés, ce qu'on trouve sur l'île, c'est la nature. Et il y a des odeurs, et ça n'arrête pas de fleurir là. Il va y avoir des immortelles qui vont, je les vois en bouton, qui vont fleurir à côté des ajoncs. C'est magnifique là. Et puis au détour d'un sentier... C'est la tombe de M. Paul Ricard et de son fils Patrick maintenant aussi. C'est la réflexion que Paul Ricard avait fait à son responsable technique. Et il a dit, c'est quand même un bel endroit pour se faire enterrer quand on a cette vue. Si l'homme d'affaires marseillais a pu s'offrir le plus beau point de vue de l'île, c'est qu'il en était le propriétaire. À la fin des années 50, il a acheté les Ambiers pour en faire un sanctuaire marin et terrestre, mais toujours ouvert au public. Son héritage, c'est cette île préservée aux eaux cristallines. On s'y déplace à pied, à vélo, et les seuls embouteillages des Ambiers sont ceux de la canne viticole. Les vignes d'Étienne Patz n'étaient pas confinées. Elles ont continué à pousser au milieu des herbes folles et des chardons. Un choix délibéré. On garde un couvert végétal, c'est-à-dire qu'on laisse de l'herbe, au moins un rang sur deux, pour permettre de développer l'activité biologique des sols. Sachant que respecter les sols, respecter le terroir, amener des bons raisins à la cave, normalement, doit nous permettre ensuite de faire des bons vins. Depuis une dizaine de jours, les premiers privilégiés à avoir pu fouler l'île sont les plaisanciers. Tiens, en arrière, Marie. Elle est très haute. Parce que tiens, tu vois, on va toucher là. Mais à peine arrivé, il faut se faire aux nouvelles règles de la capitainerie. Bonjour, le mieux c'est de nous prévenir à l'avance, comme ça on peut vous dire où vous mettre. Parce que maintenant avec le Covid, on ne peut pas vous laisser rentrer comme ça n'importe comment. Ok. Pendant le confinement, Patrick Longueville, le directeur du port, a veillé sur les bateaux à quai. Ceux qui menaçaient de couler, comme celui-ci. En une demi-heure, il avait déjà la moitié, l'eau arrivait à peu près à ce niveau-là. Ou à la quarantaine de plaisanciers qui ont vécu confinés sur leur bateau. Bonjour. Comment ça va? Marie-Hélène et Michel viennent d'arriver aux Ambiers. S'ils naviguent beaucoup, l'île est leur port d'attache préféré. Je dis souvent, moi qui suis breton, que c'est un morceau de Bretagne en Provence. C'est hyper calme. Et même en été, c'est jamais trop surchargé. En plein mois d'août, l'île accueille habituellement jusqu'à 3000 personnes par jour. Cet été, avec les mesures sanitaires liées au Covid, ce chiffre sera divisé par 3. Autant dire que sur les Ambiers, les visiteurs seront plus tranquilles que jamais. Édouard Philippe a donc dévoilé, nous vous le disions plus tôt dans l'après-midi, la phase 2 du plan de déconfinement. Les mesures entreront en vigueur dès mardi prochain. La règle des 100 km abolie, des milliers de restaurants et de cafés rouverts. Comment votre vie de tous les jours va-t-elle changer? Lucas Ajdela, Éléonore Paillereau et Julie Labrouche. C'est la principale information. Plus de restrictions, plus d'attestations. Dès mardi, la règle des 100 km disparaît. Tout le pays passe au vert, à part l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte, classée orange. Les bars et restaurants peuvent enfin rouvrir, complètement en zone verte, en terrasse uniquement en zone orange. Partout, il faudra 1 mètre de distance entre chaque table et des groupes de moins de 10 personnes. La quasi-totalité des loisirs et des activités culturelles vont pouvoir reprendre, mais le calendrier est différent selon les zones. Dès le 2 juin en vert, à partir du 22 en orange. Idem pour les piscines et les salles de fitness. Les sports collectifs, eux, restent interdits. Toutes les plages rouvrent en revanche dès mardi et tous les parcs dès ce week-end. Les collégiens reprennent les cours partout. Priorité aux 6e et aux 5e en zone orange. Les lycées rouvrent également, mais uniquement les lycées professionnels en zone orange. L'oral du bac de français, lui, est annulé, remplacé par une note de contrôle continu. Pour vos vacances, les déplacements à l'étranger restent incertains. Les frontières sont fermées au moins jusqu'au 15 juin.
Mais vous pouvez commencer à réserver en France. Les colonies de vacances reprennent du service le 22 juin et les campings dès le 2 en zone verte. Enfin, soulagement pour les futurs mariés, les célébrations en mairie reprennent dès mardi. Dans le Grand Soir, Julien Arnaud reviendra en détail sur toutes les mesures qui vont changer notre vie quotidienne avec cette nouvelle carte du déconfinement. C'est sur LCI, canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo de Louis Baudin, puis Nicolas Canteloup et sa comparse Alessandra Sublet. Avant les bronzés, avec Jean-Claude Duss et ses amis dragueurs qui vont conclure, c'est sûr. Demain à 13h, le duo Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut. Anne-Claire Coudray vous donne rendez-vous à 19h45 pour un point sur l'épidémie et les nouvelles mesures de déconfinement. À 20h également, Anne-Claire, évidemment. On se quitte avec un dernier hommage à Guy Bedos, mort aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Bonne soirée à tous. À lundi. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, genou. Attaque. Ça marche. Accroche-toi, genou. La nuit est à nous. Mais on va pas se quitter comme ça. Alors, pour m'accompagner, vous allez chanter. Tous ensemble. En hommage à moi. Plus fort!